Bonjour, samedi matin, et je suis le docteur Garcia Fora de l'Institut Marquès de Barcelone. Je suis le responsable pour les patientes francophones et il y a 17 ans déjà que je travaille comme directeur scientifique de la clinique et dans des techniques de procréation médicalement assistée. Pour les patientes francophones qu'on reçoit normalement ici à Barcelone, à l'Institut, c'est vrai que parfois on nous demande, c'est où la limite de la FIV intraconjugale, non, de faire un traitement et vous offrir la possibilité d'avoir un bébé avec vos gamètes, vos ovocytes et spermatozoïdes. Et même si c'est vrai que heureusement en France, pour les femmes avec un partenaire masculin, il y a la possibilité de faire jusqu'à 4 tentatives chez vous. Malheureusement pas pour les femmes célibataires ou pour les femmes en couple hétérosexuel, pas pour l'instant. Mais pour ce groupe de femmes qui ont la possibilité de faire jusqu'à 4 tentatives, c'est vrai que parfois on a des échecs à répétition, des fausses couches à répétition, et on reçoit chez nous au premier rendez-vous des patientes qui vraiment sont épuisées physiquement, épuisées émotionnellement, et qui vraiment ont perdu l'espoir d'avoir un enfant pour tous les traitements qu'on passait pendant plusieurs années. C'est pourquoi je pense que même s'il y a la possibilité de faire plusieurs tentatives, parfois on doit bien connaître les limites de cette technique de la FIV pour parfois chercher d'autres possibilités avant d'épuiser tout ce qui est disponible, toutes les tentatives que vous avez le droit de faire chez vous. La FIV est une des techniques les plus efficaces dans la procréation médicalement assistée, mais c'est vrai que c'est aussi une des techniques les plus dures, les plus complexes, les plus chères et épuisantes, vu que c'est un traitement où on doit suivre un protocole des piqûres pendant plusieurs jours, des contrôles, des échographies, des prises de sang aussi pendant plusieurs jours. Et aussi, on doit passer une petite chirurgie, une ponction, normalement sous anesthésie, sous sédation, et finalement voir si on est capable de récupérer des ovocytes, faire des embryons, et avoir des embryons qui arrivent au 5e jour de développement en bonne qualité pour vous offrir un transfert dans des conditions idéales et avec un taux de réussite élevé. Mais c'est vrai aussi que dans tout ce processus, parfois, il n'y a pas de réponse à la stimulation. Parfois, la récupération d'ovocytes n'est pas assez bonne. Parfois, les ovocytes ne sont pas tous matures, ou la fécondation n'est pas bonne, il n'y a pas de fécondation, ou les embryons s'arrêtent pendant les jours de développement sans arriver à l'étape au stade de blastocyste. Alors, il y a plusieurs étapes à passer. Et vraiment, parfois, c'est compliqué d'arriver à la dernière et arriver à un transfert avec un embryon formidable et qui puisse vraiment vous aider à avoir un positif et avoir une grossesse qui évolue normalement jusqu'à l'accouchement. Bien sûr, il y a des indications médicales pour la FIV intraconjugale, les échecs d'insémination, quand les trompes sont bouchées. Normalement, pour les femmes à partir de 38 ans, où vraiment la possibilité d'une grossesse évolutive par insémination commence à être difficile, les patientes qui ont une faible réserve ovarienne précocement, parfois due à l'endométriose grave ou modérée, aussi du côté masculin, vu qu'il y a jusqu'à 30% des patientes où le problème, c'est le problème masculin. Parfois, on ne peut pas arriver à trouver une solution à travers l'insémination, on doit passer à la FIV. Des maladies génétiques ou chromosomiques où on doit tester des embryons. L'infertilité de longue durée, on a déjà essayé plusieurs traitements, finalement, on doit passer à la FIV.
et parfois l'infertilité de causes inconnues. Comme je vous disais, il y a plusieurs étapes d'avance. Avant le traitement, bien sûr, il y a toute la partie de diagnostic, probablement est la plus importante pour éviter des échecs. Mais quand on a déjà un dossier médical complet, on connaît bien le côté masculin, le côté féminin, on décide d'y aller. C'est un traitement qui prend à peu près 3 semaines. On commence normalement le premier, le deuxième, le troisième jour des règles avec des piqûres et en faisant plusieurs contrôles chez votre gynéco. Chez nous, on évite toujours, si possible, les déplacements nécessaires. Ça veut dire que pour nos patientes qui viennent de l'étranger, qui doivent se déplacer, normalement, toute cette étape de la stimulation et les contrôles échographiques, vous pouvez les faire chez vous, chez votre gynéco. Au moment où vraiment la stimulation est déjà bonne, où les follicules ont bien grandi, là oui, on doit programmer la date du déplacement pour faire la ponction, que normalement on fait sous sédation. C'est une chirurgie vraiment très très courte, 5-10 minutes, et il y a une très bonne récupération, vu que l'anesthésie est très très légère et on vous demande normalement de rester sur place 24 heures pour vous récupérer. Mais vraiment, les risques sont vraiment très très bas. Quand on a déjà récupéré les ovocytes, et bien sûr, toujours si on a un échantillon de sperme de bonne qualité, on peut faire l'insémination des ovocytes. Chez nous, on le fait toujours par ICSI et laisser des embryons en culture. Depuis 2014, ici à l'Institut Marquès, on ne fait que la culture à J5, J6, la culture jusqu'à blastocyste, vu qu'on sait bien qu'à J2, J3, tous les embryons sont formidables. Mais justement, de J3 à J5, il y a une sélection de ces embryons qui vraiment peuvent nous donner un bébé. Et normalement, il y aura presque 40% des embryons qui vont s'arrêter, qui ne vont pas se développer jusqu'à J5. Ce sont des embryons qui n'auraient jamais donné une grossesse. C'est pourquoi pousser la culture jusqu'à J5 nous aide à faire cette sélection des embryons que vraiment on peut utiliser et que vraiment peuvent nous aider à réussir. Finalement, il y a le transfert de l'embryon. Pour la patiente, bien sûr, il y a toujours la partie émotionnelle et l'angoisse, mais du point de vue physique, vraiment, c'est comme si c'était un frottis. Bien sûr, position gynécologique, bien sûr, le spéculum, mais du point de vue douloureux, ce n'est pas une technique douloureuse, c'est une technique très rapide à faire, 2-3 minutes. Et normalement, si on pense qu'on peut avoir des problèmes pour passer le col de l'utérus, mais avant de commencer le transfert, on peut faire un petit test de cathéter, de voir que le cathéter rentre facilement dans la cavité, ou si le col est compliqué, mais trouver le chemin, le passage, et le noter sur le dossier médical pour le jour où on devra vraiment introduire l'embryon, on sera prêt à trouver ce chemin jusqu'à la cavité. Normalement, du début des règles, on calcule 2 semaines de stimulation jusqu'à la ponction, et du début du traitement, ce sont à peu près 20 jours jusqu'au transfert. C'est ça ce qu'on doit calculer pour les dates et les déplacements pour les patients qui viennent à distance. Comme je vous disais, c'est une technique très efficace. Mais très efficace, normalement, si le diagnostic a été fait du côté féminin et du côté masculin. Et on sait bien les techniques qu'on doit vous proposer pour passer toutes les étapes que je vous ai déjà expliquées. Chez nous, en moyenne, on peut vous dire que le taux de grossesse à chaque ponction, je veux dire la ponction et tous les embryons qu'on puisse utiliser ou congeler, passe du 70%. Bien sûr, pour les patientes qui n'arrivent pas à 35 ans, ce taux arrive à 80%. Pour les patientes les plus âgées, à partir de 40 ans, ça descend jusqu'à 50% pour le cycle et tous les embryons en frais ou congelés qu'on puisse récupérer sur la stimulation. Le taux de jumeaux, vu qu'on fait presque toujours transfert d'un seul blastocyste de maximum qualité, normalement, on n'arrive même pas à 5%. On évite toujours de faire le transfert de 2 embryons, vu que normalement, ça nous aide que à augmenter les fausses couches, ça nous aide pas à finalement vous donner un bébé.
Alors, bon, exceptionnellement, on fait le transfert de 2 embryons et c'est pourquoi on a encore un 2, 3, 4% des grossesses des jumeaux, jamais à partir de 40 ans, où le risque pour les patientes de diabète, hypertension, prématurité est trop élevé et on ne va jamais préconiser de faire le transfert de 2 embryons. Il y a 73% des patientes qui peuvent congeler des embryons après le transfert en frais. Et la moyenne d'embryons congelés est autour de 3. Ça veut dire normalement 4 blastocystes de maximum qualité à chaque stimulation ovarienne. Bien sûr, c'est différent selon l'âge de la patiente. Franchement, c'est abusé. Bon, comme je vous disais, l'âge est un des facteurs les plus importants. En France, normalement, on ne va pas accepter le traitement de FIV à partir de 43 ans, que cette année de la pandémie où on a donné 6 mois ou 1 mois extra pour les patientes qui étaient arrivées à 43, 44 pendant la pandémie. Mais c'est vrai que le taux de réussite à partir de 43 ans n'arrive même pas aux 5%. Et justement, c'est dû à la qualité des ovocytes et à la réserve ovarienne. On voit que naturellement, le taux de nouveau-nés va se réduire rapidement à partir de 35-38 ans et sera presque nul à partir de 43 ans. Et le taux de fausse couche augmente très très rapidement à partir de 38 ans. Et normalement, à partir de 40-42 ans, on n'arrive pas à coucher, on n'a que des fausses couches à répétition. Pour vous donner une idée, à 35 ans, moi j'ai pas d'ovaire, j'ai pas d'ovocytes, il vous reste qu'un 10% de votre réserve ovarienne. Et bon, cette réserve, on peut la calculer à travers de 2 techniques. Le comptage de follicules intro par échographie entre le 2e et le 5e jour des règles et un bilan hormonal, une prise de sang pour faire la détermination de l'hormone antimullérienne. La possibilité mensuelle de grossesse évolutive naturellement est que du 20% à 25 ans, du 8% à 35 ans et que du 3% quand on arrive à 38 ans. Et à nouveau, c'est pour ce problème de la réserve et de la qualité ovocytaire. Ça, probablement, c'est bon, le problème le plus important, le taux d'anormalité sur les ovocytes. Vous pouvez voir que pour des patientes entre 25 et 35 ans, il y a déjà un 30% d'ovocytes anormaux. Vraiment, c'est très, très, très élevé. Ça veut dire que même à 30 ans, un embryon sur 3 sera anormal. Quand on monte à 38 ans, il y a déjà un 70% d'ovocytes et d'embryons anormaux. Ça veut dire que sur une stimulation, si on a 4 embryons, probablement, il n'y en aura qu'un qui sera normal et 3 qui seront anormaux, même s'ils sont arrivés à un embryon blastocyste formidable de bonne qualité. Quand on passe de 41 43 ans, là, c'est justement où le taux de réussite se réduit très très rapidement, vu que le taux d'ovocytes et embryons anormaux passe de 85-90%, et parfois il y a des patientes à 42-43 ans où le taux d'anormalité est du 100%. Bien sûr, ça c'est une des limites les plus importantes, avoir que des embryons anormaux. Malheureusement, en France, vous n'avez pas la possibilité de tester des embryons, il n'y a pas la possibilité de faire le diagnostic préimplantatoire systématiquement que pour raison d'âge. On peut le faire pour des patientes qui ont des altérations du karyotype, des altérations génétiques, mais pas dans ce groupe de patients où on sait qu'il n'y aura qu'un 10%, un 5% d'embryons normaux. Et c'est dans ce groupe entre 38 et 43 ans où normalement on fait plusieurs tentatives, plusieurs stimulations chez vous. Il n'y a que des échecs, que des fausses couches à répétition, parce que vous n'avez pas le droit de choisir l'embryon qui est normal. On transfère tous les embryons et c'est pourquoi ces patients normalement arrivent chez nous après 3-4 stimulations et qu'avec des échecs à répétition, fausses couches à répétition, ce qui est vraiment très très dur physiquement et émotionnellement, et pour des patientes qui parfois sont prêtes à abandonner les traitements après tous les tentatives qu'ils ont déjà fait à la maison.
Le facteur masculin, bien sûr, c'est si important que le facteur ovocytaire. Heureusement, l'étude du côté masculin est beaucoup plus facile vu que l'obtention des gamètes est très facile. On ne doit pas ponctionner normalement les testicules. Normalement, on peut avoir un échantillon de sperme assez facilement et faire tous les examens rapidement au niveau de spermogramme et d'autres techniques qui peut nous donner un pronostic sur si est-ce qu'on peut ou pas utiliser ces spermatozoïdes. Bien sûr, dû aux polluants de l'environnement, et dans cette année-là, comme certains virus comme le Covid, la fertilité masculine est en train de se réduire très très rapidement. Il y a un problème masculin qui avance dans tout le monde. Et on sait que comme cause d'infertilité, le facteur masculin isolé est déjà à 30%, mais le facteur masculin combiné avec le facteur féminin et que le facteur masculin, parfois, peut arriver aux 70% de tous les problèmes qu'on a de fertilité. Alors vraiment, c'est si important qu'évaluer le côté féminin, qu'évaluer le facteur masculin, spécialement après un premier échec ou une deuxième tentative, et éviter de continuer à faire des stimulations FIV sans approfondir sur le côté masculin. Parfois, il y a des patients qui arrivent chez nous pour un don d'ovocytes parce qu'il y a eu 3 à 4 tentatives et que des échecs. Finalement, on approfondit sur le côté masculin. On voit que vraiment le problème vient d'un problème génétique, chromosomique au spermatozoïde. Et ces patientes qui venaient pour un don d'ovocytes, finalement, vont faire une FIV avec ces ovocytes, mais avec un don de sperme. C'est vrai qu'en France, parfois, c'est beaucoup plus compliqué à faire toutes les études qu'on aime bien faire du côté masculin, spécialement toutes les études chromosomiques ou génétiques sur les spermatozoïdes, vu que s'il y a un problème chromosomique au niveau des spermatozoïdes, à nouveau, en France, c'est interdit de faire le traitement qu'on devrait faire, c'est le DPI, la sélection des embryons qui sont normaux. Et pour des patients où le taux d'anormalité sur les spermatozoïdes est du 90%, on n'aura que des embryons anormaux. Et ça sera très difficile finalement à transférer un embryon qui puisse nous donner un bébé. Ça sera normalement plusieurs échecs, plusieurs fausses couches qui viennent d'un côté masculin. Et malheureusement, en France, vous n'avez pas le droit à faire le DPI pour faire la sélection que de l'embryon qui peut vous donner un bébé, ou si tous les embryons sont anormaux, de décider de passer un don de sperme sans épuiser tous les traitements que vous pouvez faire chez vous. C'est ça, vraiment le DPI, en anglais c'est le PGTA, Prenatal Testing for Aneuploidies, en français c'est le diagnostic préimplantatoire. C'est une technique qui nous a vraiment aidé à améliorer le taux d'implantation, à réduire les échecs et à réduire le taux de fausses couches à répétition, vu qu'on évite le problème embryonnaire, où on arrive à un diagnostic de problème embryonnaire sans faire 3, 4, 5 stimulations, on y arrive plus rapidement. Et on a aussi la possibilité, à travers de ces diagnostics préimplantatoires, de savoir si les altérations sur les embryons viennent du côté masculin ou viennent du côté des ovocytes, selon les chromosomes qui présentent des anomalies, des altérations. Ça nous aide parfois à prendre des décisions pour des patients multitraités qui vraiment, il n'y a pas un diagnostic après 4 cycles, 4 échecs, et on ne sait pas vraiment si on doit changer les gamètes féminins ou masculins. Mais le DPI nous aide heureusement parfois à décider c'est où le problème, c'est quoi qu'on doit changer. Mais on a déjà dit qu'on peut l'utiliser aussi pour des patients qui ont des maladies génétiques. Ça, c'est quelque chose faisable en France. Pour des patients qui ont des maladies génétiques familiales, vous avez le droit de faire le DPI. Malheureusement, la liste d'attente parfois arrive à 2 ans. Pour des patientes qui ont un karyotype altéré, qui ont une altération des chromosomes, sachez-vous, vous pouvez aussi le faire, mais à nouveau, il n'y a pas trop de labs en France qui font le DPI, alors la liste d'attente est importante.
Ces deux indications, vraiment, sont valables chez vous. On peut faire le DPI en France, mais comme je vous disais, malheureusement, pas pour les patientes qui ont un risque ovocytaire ou un risque du point de vue des spermatozoïdes, où tous les embryons seront anormaux, mais il n'y a pas un problème génétique ou chromosomique étudié. Et chez nous, on ajoute tous ces patients qui ont un problème d'infertilité, de fausse couche, échec à répétition. C'est un test, on doit faire une biopsie de l'embryon. On prend une ou plusieurs cellules entre J3 et J5 et vraiment nous donne la possibilité de voir que l'embryon a 46 chromosomes et qu'il n'y aura pas un problème de fausse couche vu que l'embryon est normal. Si on fait la biopsie à J3, on peut faire un transfert en frais. Si on fait la biopsie à J5, on doit congeler tous les embryons et revenir plus tard quand on aura le résultat après 2 semaines. Il y a d'autres techniques, bien sûr, qui peuvent bien nous aider à améliorer le taux de réussite dans la FIV. La culture prolongée, comme je vous disais, depuis 2014, chez nous, on ne fait que la culture à blastocyste. On évite les transferts à J3, des embryons qui ne vont jamais arriver à J5. Alors, avec cette culture, cette sélection d'embryons, on évite déjà de transférer des embryons qui, même in vitro ou même in vivo, dedans l'utérus, ne vont jamais nous donner un bébé. Prolonger la culture jusqu'à J5 nous donne l'opportunité de faire cette sélection et transférer que les embryons qui sont arrivés à J5 dans des conditions idéales. L'embryoscope, c'est un des incubateurs les plus avancés. Ça nous donne des conditions idéales pour l'environnement du développement de l'embryon. Et chez nous aussi, ça vous donne la possibilité de vous connecter virtuellement au lab pendant les jours en culture. Vous pouvez vous connecter à travers du téléphone, la tablette chez vous, du jour de la fécondation et jusqu'au jour du transfert. Et d'abord, c'est intéressant, c'est cool d'être chez vous et cliquer et voir les embryons qui poussent et toutes les divisions, même si vous n'êtes pas biologiste. Et pour nous aussi, c'est important du point de vue de transparence. C'est vrai que vous arrivez ici, on vous dit il y a un embryon qui est 5AA, mais finalement, chez nous, vous avez les images chez vous, vous pouvez partager le lien avec votre gynéco ou biologiste traitant à la maison et vérifier que ce qu'on fait, c'est ce qu'on vous a dit. Non, on ne va jamais perdre du temps en faisant la congélation, la décongélation des embryons qui ne peuvent pas vous donner un bébé. Vous avez les images, vous avez le droit de vérifier que ces embryons sont de maximum qualité, AA, AB, BB, et qu'on ne fait que de transfert des embryons qui ont toutes les possibilités. On a fait ça depuis 2010. À 2021, aucune clinique en Europe a osé à partager ces images. Alors, on continue à être la seule clinique qui donne la possibilité aux patients de voir ces embryons jour à jour en temps réel pendant tout le développement. Il y a d'autres techniques pour le facteur masculin, comme l'IMSI ou le fertile. Ce sont des techniques qui nous aident à faire une sélection spécifique pour des différents problèmes d'infertilité du facteur masculin. L'IMSI, spécialement pour les patients qui ont presque tous les spermatozoïdes atypiques. Parfois, on trouve des patients qui ont 1, 2, 3% de forme typique et presque tous les spermatozoïdes anormaux. L'IMSI nous donne la possibilité de faire la sélection 1 à 1 des spermatozoïdes, ce 1% ou ce 2% de spermatozoïdes normaux. L'IMSI nous donne l'opportunité, avant de faire l'ICSI, de faire cette sélection. Et le fertile, spécialement pour des patients avec une fragmentation de l'ADN très élevée, avec un problème oxydatif très important au niveau spermatozoïde, nous donne aussi la possibilité de faire cette sélection des spermatozoïdes qui ont une fragmentation plus basse et spécialement éviter le problème de fausse couche à répétition qui arrive pour les patients avec une fragmentation élevée. Là, comme je vous ai dit, chez nous, on ne fait que des blastocystes. Il nous reste encore parfois des patientes où on a fait un transfert à J3
quand il reste qu'un seul embryon et on a rien à choisir, on n'a pas plusieurs embryons à choisir, mais vraiment la culture à blastocyste nous a aidé aussi à réduire le taux de jumeaux, vu qu'à J5, on essaie toujours de transférer un seul blastocyste de maximum qualité. Quand on faisait des transferts à J2, J3, on transférait 2, 3 embryons et le taux de jumeaux était beaucoup plus élevé. Comme je vous ai déjà expliqué aussi, l'embryo mobile, cette possibilité de vous connecter virtuellement, vraiment vous aide aussi à rester attaché au traitement. Et bon, parfois, ce sont des traitements à distance. Vraiment, la patiente n'a aucune information, mais avoir la possibilité de se connecter et jour à jour voir que ces embryons avancent vous aide, je pense, aussi au niveau émotionnel à être prête à accueillir cet embryon. Et c'est vrai que parfois, j'ai des patientes qui me disent, Alex, bon, je m'appelle Alex, qui me disent, Alex, j'aime bien le numéro 2. Non? Alors, je pense que ce lien, cette connexion entre la maman et le futur embryon à transférer du point de vue émotionnel est aussi très, très importante. Et puis, toutes les techniques, comme je vous ai expliqué, de plus en plus, ces techniques aussi sont disponibles en France. L'IMSI, il y a déjà, je pense, plusieurs années, mais le fertile, il y a un an et demi, qu'on essaye d'apprendre dans des journées scientifiques qu'on a fait ici à l'Institut avec des andrologues et gynécologues français. Le moment où on doit préconiser des techniques spécifiques comme l'IMSI ou le fertile pour augmenter les possibilités de réussite pour des patientes qui ont encore la possibilité de passer des tentatives à la maison après 1 ou 2 échecs. D'accord. Et oui, le fertile, c'est la dernière technique qui est arrivée et vraiment nous aide énormément à réduire ce groupe de fausses couches à répétition pour des patients avec une fragmentation d'ADN très élevée que normalement devront faire en avance un traitement oral antioxydant pendant 6 ou 8 semaines et puis devront venir toujours en frais, pas congelés, toujours en frais à faire le traitement de FIV. Bien sûr, parfois on utilise toute la technologie pour la sélection de spermatozoïdes, la meilleure stimulation, mais si on a une limitation, on est arrivé au maximum de la technologie dans chacune des étapes, dans la stimulation, dans la ponction, dans la culture, la sélection de gamètes, le PGT, la biopsie embryonnaire, et on n'a que des embryons anormaux où il n'y a aucune réponse à la stimulation ovarienne. Finalement, on doit passer parfois à la FIV avec le don de gamètes, soit le don d'ovocytes ou le don de spermatozoïdes, parce qu'on est arrivé vraiment à la limite de la technologie de ce qu'on peut faire à 2021. Mais, bien sûr, dans le cas du don d'ovocytes, on va réduire énormément tout ce problème qu'on voyait au niveau chromosomique, au niveau des ovules. Ce sont des donneuses très jeunes, normalement entre 18 et 34 ans. Et là, on aura vraiment une qualité ovocytaire très élevée et un taux d'anormalité très bas. Normalement, ce traitement de don arrive pour des patientes qui ont une ménopause précoce ou une insuffisance ovarienne, et parfois à 30 ans, 35 ans, même pas arrivé à 38 ans. On a parfois des ménopauses très, très précoces et des patientes où il n'y a plus d'ovocytes à récupérer, on doit passer au don. La diminution de la réserve ovarienne, par exemple, pour des patientes avec une endométriose avancée, aussi les patientes qui ont des problèmes génétiques ou chromosomiques et on n'a que des embryons anormaux pour ce problème chromosomique. Parfois, avec le DPI, tous les embryons sont anormaux. On doit changer les gamètes. Aussi, pour les patientes qui ont eu plusieurs échecs dans des traitements de FIV avec leur ovocyte, et finalement, moi, comme responsable de l'unité d'oncofertilité, pour des patientes qui ont passé des traitements oncologiques, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, et malheureusement, il n'y a plus de réserve ovarienne, on doit passer au don d'ovocytes. C'est un traitement encore plus efficace vu que, comme je vous disais, on
utilise des ovocytes très très jeunes, des donneuses que normalement sont de fertilité prouvée. Et dans ce cas-là, si la FIV, on disait que le taux de réussite était autour de 70%, là, le taux de réussite à chaque cycle de stimulation de la donneuse passe du 90%. Dans ce cas-là, vraiment, il n'y a presque pas de différence selon l'âge de la récéveuse. Ce qui est important, c'est l'âge de la donneuse, entre 18 et 34 ans. Et on voit que même si nous, on fait qu'une donneuse par patiente, récupérer 6, 8 ovocytes, ça fait aucune différence pour la chiffre de blastocystes, que la moyenne chez nous, c'est autour de 3 blastocystes de bonne qualité à chaque cycle de stimulation. Et le taux de grossesse à chaque tentative, à chaque transfert, passe du 60%. Le taux de grossesse à chaque cycle, quand on a transféré tous les embryons congelés, passe du 90%. Alors oui, c'est une technique encore plus efficace que la FIV intraconjugale. Bon, nous, même si aujourd'hui on était là pour parler de la FIV intraconjugale, oui, vous dire que vous savez bien que le don en Espagne est anonyme, qu'on essaye toujours de nous approcher du point de vue physique le plus proche à nos patientes. On a tous les phénotypes. Heureusement, on est juste au milieu de la zone universitaire de Barcelone. Ça nous donne un profil que nous, on aime bien à nos patientes aussi. C'est un traitement qui est altruiste. Et chez nous, on fait toujours des ovules en frais. Ça veut dire que les donneuses doivent venir présentiellement, doivent passer un interview personnel, un test psychotechnique, tous les examens ici chez nous. On a une parfaite traçabilité pour toutes les donneuses du point de vue des précédents familiales, s'ils boivent, elles fument, non, tout ce qu'on veut choisir. Et bien sûr, on ne va jamais accepter une donneuse qu'on ne voudrait pas pour nous-mêmes. Il y a toute la partie médicale qui est assez standard dans toutes les cliniques, cariotype, sérologie, réserve ovarienne, maladie récessive, etc. Et cette année-là, on a ajouté aussi un petit test de personnalité pour nous approcher encore plus à nos patientes. C'est vrai que c'est un petit questionnaire de 20-25 questions qui va nous donner des dimensions générales, introversion, extroversion, actif, passif, créatif, impulsif. Et finalement, il y a des patients qui me disent « Alex, oui, j'aimerais bien une donneuse dans mon profil ». Parfois, juste au contraire. Il y a des patients qui me disent « Alex, je suis hyper active, s'il vous plaît, essayez de trouver quelqu'un plus calme ». Alors là, je pense que ce matching de la personnalité, c'est un extra qu'on vient d'ajouter cette année-là. Et ça nous aide parfois, quand on a 2, 3 pré-candidates, à faire la sélection de celles qu'on va décider pour vous. Finalement, pour des patients qui veulent une technique très facile, même pas besoin de se synchroniser avec une donneuse, que finalement doivent passer un double don ou un don sans un partenaire masculin. Le programme d'adoption d'embryons, c'est un traitement encore plus facile à faire. Ce sont toujours des embryons qui ont été donnés ou abandonnés par des patients. Ce sont toujours des embryons qui doivent passer un comité de biosurveillance pour vérifier que ce sont des blastocystes de maximum qualité, où les géniteurs ont été testés comme s'ils étaient des donneurs, et 90% de ces embryons viennent des programmes de double don. Et c'est un programme qui a commencé à 2004. À 2021, je pense qu'on arrive presque à 2000 nouveau-nés qui sont arrivés dans notre clinique à travers de ce traitement-là. Et le taux de réussite par transfert à chaque tentative, et bon, je pense que cette année-là, on est presque 60% de taux de réussite à chaque tentative. Et bien sûr, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucune synchronisation et c'est la patiente qui nous dit, quand le dossier médical est complet, j'aimerais bien venir le 15 août à faire un transfert. On fait la préparation de l'endomètre, il n'y a pas de piqûre, il n'y a pas de torture, il faut que se déplacer aller-retour, transférer l'embryon qui reste congelé. Toujours, bien sûr, on va garantir que l'embryon va rester intact après la décongélation et même aller-retour le même jour après le transfert.
Alors, c'est une technique très simple, très facile à faire, très efficace. Et parfois, pour des patientes seules, célibataires, qui ont épuisé la réserve ovarienne, c'est une alternative au double don, vu que finalement, c'est comme un double don et un traitement facile à porter, continuer une activité physique, laborale normale et que se déplacer le jour du transfert. Et je vous laisse un petit vidéo d'ici, de la clinique. Vous voyez que bon, c'est juste dans la zone plus verte de la ville de Barcelone, près de l'aéroport et de la gare du TGV, et juste au milieu des universités. Vraiment, c'est bon, un bâtiment où on est arrivé à la fin de 2017. Et pour nous-mêmes, pour les biologistes et les gynécos qu'on travaille ici et pour les patients, vraiment, je pense que l'accueil est impeccable. Je vous laisse 2 minutes et puis on continue s'il y a des questions à me poser. ¿Cuándo empieza la vida? ¿En qué momento exacto empieza la vida de un ser humano? Pues yo creo que la vida empieza cuando una mujer sola, un hombre solo o una pareja que se ama sienten el deseo de tener un hijo. Esta clínica, ¿cómo la hemos hecho? Es como si haces la lista de bodas 20 años después de casada. Sabes muchísimo más lo que quieres, lo que vas a utilizar, lo que realmente importa, y la hemos hecho así, pensando en el paraíso del embrión. La música para mí es una de mis pasiones. Las notas musicales se escapan del pentagrama y se marchan a buscar la vida al laboratorio. Hemos inventado un sistema en el cual los pacientes o sus médicos referidores pueden estar viendo los embriones y además saben que el embrión que hemos transferido es un embrión precioso y que los que hemos congelado también. Los embriones no duermen igual en un hotel de una estrella que en uno de 5. Las instalaciones de laboratorio y el control de sus condiciones ambientales son importantísimas. Requiere un gran esfuerzo en recursos humanos y económicos, pero es una garantía de calidad. Si estás seguro de que haces bien tu trabajo, puedes ser transparente. Los buenos restaurantes enseñan sus cocinas. Bueno, está demostrado que una mayor excitación sexual mejora la calidad del semen, además de que es mucho más agradable para el varón el tener un entorno, digamos, más sugerente. Esto pues, nos ha animado a hacer el Erotic Personal System. Quiere decir que aquí hay un buffet de todo tipo de cosas que les puedan gustar para tener una mayor erección. Desde las revistas hasta las pantallas de televisión clásicas, pero también tenemos otras cosas, como por ejemplo las gafas de realidad virtual, vaginas artificiales, incluso en algunos casos especiales, pues unos masturbadores que se conectan y cuando la actriz de la película pues actúa, el consolador le hace lo mismo al varón.
Este es el bosque de los embriones. Queremos dejar un mundo mejor para los niños que ayudamos a nacer y por eso cada vez que nace un niño plantamos un árbol con su nombre en nuestro bosque de los embriones. En Tarragona, donde estamos reforestando, cada niño tiene su árbol con su geolocalización y además es una zona protegida para que nunca talen ese árbol. Muchas mujeres que dicen, yo no sé si quiero una donante de óvulos. Y yo les digo, bueno, hay muchas mujeres que no quieren un hijo de cualquier forma. Pero como empieces el proceso, no cuando nazca, sino el primer día que oiga su corazón, latiendo dentro de ti, ¿de quién va a ser? Tú le das la vida. ¿Dónde están las preguntas? Très bien. Je vois que il y a déjà certaines questions qui sont arrivées à travers du chat. Je sais que bon, d'ici à 5 minutes, on doit commencer les rendez-vous qui étaient bon, qu'on avait programmés. Et laissez-moi voir des questions qui sont déjà arrivées. Bon, quand vous me demandez si le DPI peut donner des altérations sur le développement de l'embryon, vraiment, à ce moment-là, on a fait déjà plusieurs études pour vérifier que même à J3, même à J5, le taux de survie des blastocystes est exactement le même si on a fait la biopsie ou on ne l'a pas fait. Et vraiment, il y a 10 ou 15 ans, on pensait qu'on pouvait avoir un problème vu qu'il y avait des embryons qui s'arrêtaient pendant le développement. Maintenant, on a vu que ces embryons qui s'arrêtent après le DPI, ce sont des embryons anormaux et qui n'auraient jamais arrivé à J5 avec ou sans la biopsie. Alors non, vraiment, le DPI nous aide énormément et à ce moment-là, on peut dire que le DPI ne donne pas un problème, ne va jamais réduire la qualité ou la possibilité de l'embryon d'arriver à J5, bien sûr, toujours dans des cliniques où les biologistes sont habitués, ont toute la technologie pour faire le DPI, soit à J3 ou soit à J5. Est-ce que le DPI est toujours fiable sur la qualité de l'embryon? Bon, la qualité de l'embryon, d'un côté, il y a la qualité du biologiste, la qualité morphologique, ce qu'on peut voir au microscope. Et malheureusement, cette qualité n'est pas toujours liée au résultat du DPI. Ça veut dire que parfois, on a des blastocystes top, maximum qualité, sont arrivés à J5, qualité AA, et ce sont des embryons anormaux qui ne vont jamais nous donner une grossesse ou vont donner des fausses couches à répétition. C'est pourquoi la partie du lab, du microscope, ne va jamais nous aider finalement à connaître le contenu chromosomique. C'est pourquoi on est obligé à faire la biopsie embryonnaire. À ce moment-là, il y a plusieurs études pour chercher des problèmes chromosomiques sans biopsie, comme prendre le moyen de culture et faire le DPI sans toucher l'embryon. Mais pour l'instant, ce sont des techniques expérimentales. Pour l'instant, on continue à faire la biopsie embryonnaire et on doit avoir un embryon que morphologiquement arrive bien à J5 et en même temps que sur la biopsie soit normal. Tous les deux sont importantes. Une autre question que vous avez posée, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre des ovocytes frais ou congelés? Bon, depuis 2015, il y a la méthode de pas congélation, de vitrification, ce qui a augmenté énormément le taux de survie des ovocytes. Il y a 10 ou 15 ans, on congelait les ovocytes très lentement. Il y avait un problème de cristallisation qui cassait la membrane des ovocytes. Et malheureusement, jusqu'à 2013-2014, on n'a pas eu la technique de vitrification où on faisait une congélation très, très rapide de jusqu'à moins 200 degrés en évitant ce problème de cristallisation. Et à ce moment-là, toujours ce qui nous donne un bon résultat, c'est congeler des ovocytes matures de bonne qualité. Alors, la qualité ovocytaire au moment de la congélation est très importante pour garantir la qualité de ces ovocytes après la décongélation.
Bien sûr, on pourrait congeler des ovocytes jusqu'à 42, 43, 44 ans, mais on sait bien que la congélation d'ovocytes à partir de 38 ans, normalement, ce sont des ovocytes de mauvaise qualité ou anormaux. Et normalement, dans ce groupe de patients qui passent de 38 ans ou 40 ans, on ne va pas habituellement préconiser la congélation, vu que la congélation, on peut avoir un taux de survie très, très bas. Est-ce que vous faites la mini-FIV? Bon, la mini-FIV ou la FIV sur un cycle spontané, parfois on peut la faire pour des patientes où il n'y a pas de réponse ovarienne, mais elles sont encore bien réglées. Il y a des patientes où l'antimularienne est très basse, il y a des patientes où le comptage folliculaire est très bas. On fait une stimulation des doses très élevées, plusieurs piqûres, et on récupère qu'un ovocyte, ou deux, ou trois. Mais parfois, sur ces patientes qui sont déjà assez épuisées, parce qu'à chaque tentative, on a un ou deux ovocytes, on peut éviter tout ce protocole de stimulation et toutes ces tortures et essayer de récupérer un ovocyte sur un cycle naturel, sur un cycle spontané. C'est vrai qu'on doit faire des échographies, c'est vrai qu'on doit faire des contrôles, mais on évite toute la partie des médicaments, toute la partie de stimulation. Et finalement, c'est vrai qu'on va récupérer qu'un seul ovocyte, celui qui se produit naturellement. Mais pour des patients où même sous stimulation, on récupère qu'un ou deux, mais on évite tout ce problème de médicalisation. Et parfois, on est capable de récupérer un ovocyte qui va nous donner un embryon et un nouveau-né. Alors oui, pour des patientes où il n'y a pas de réserve ovarienne, la mini-FIV ou la FIV sur un cycle spontané, même parfois avec le DPI, peut nous aider à donner une grossesse. Une autre question, quelle est la valeur d'AMH normale? Vraiment, il n'y a pas une valeur de normalité, il y a une valeur de normalité pour chaque âge. Vraiment, le valeur de l'antimularienne à 25 ans n'est pas le même que le valeur d'antimularienne à 40 ans. Du point de vue de pronostic, oui, vraiment pour les patientes qui ont une antimularienne inférieure à 1, on sait que probablement on ne sera pas capable d'arriver à récupérer plus de 5 ovocytes. Pour des patientes avec une antimularienne inférieure à 0,5, c'est un groupe où normalement on doit passer parfois au don de gamètes, au don d'ovocytes. Il y a des échecs de grossesse avec le don d'ovules et pourquoi? Ben oui, pour des patientes qui ont des fausses couches ou des échecs sur le don d'ovocytes, normalement, chez nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un facteur masculin qui n'a pas bien été étudié. C'est le problème le plus important. La moitié des patientes qui arrivent chez nous et qui ont déjà eu un échec sur un don d'ovocytes, finalement, on trouve que ces échecs viennent d'un problème masculin, d'un problème au niveau de spermatozoïdes, d'un problème de la méiose, ou même si monsieur a un karyotype normal, les spermatozoïdes sont anormaux. Et c'est pourquoi il n'y a que des embryons anormaux, que des échecs à répétition ou des fausses couches à répétition. Aussi, dans ce groupe de patients de échecs à répétition dans le don d'ovules, on doit bien étudier toute la partie de l'utérus et l'endomètre. Et on doit bien étudier aussi des maladies assez rares. Ce sont les maladies de la coagulation et auto-immune où, avec un embryon parfait, impeccable, normal, on peut quand même avoir des fausses couches à répétition pour un problème d'auto-immunité ou de coagulation qui va donner des fausses couches à répétition. Alors, pour ce groupe de patientes, faire le bilan sanguin de toutes ces maladies et faire l'étude de d'hystéroscopie, biopsie, culture endométriale est aussi important. D'accord. Et je pense qu'on est déjà arrivé. À quelle heure c'était le premier rendez-vous? À 45. Mais malheureusement, je dois déjà commencer le premier rendez-vous qu'on avait programmé. Je vous remercie de votre attention. Et bien sûr, si vous avez encore des questions à nous poser, vous pouvez nous écrire ou bien sûr, vous pouvez nous contacter pour un premier rendez-vous virtuel, soit Skype, Meet, Doxy, Zoom, comme vous voulez. Et bien sûr, nous envoyer vos informations, le dossier médical
et vous aider bon, dans ce projet, dans ce rêve d'avoir un bébé. Mais bon samedi, bonne journée et à bientôt, j'espère.